Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Cet épisode est un peu spécial, car nous allons revenir au tout premier podcast que j'ai enregistré. Mis en ligne il y a maintenant environ 1 an, la qualité d'enregistrement, de montage son et finalement d'écoute n'était pas du tout au niveau de ce que j'aurais voulu. L'idée de faire un nouveau montage à partir de l'interview originale me trotte depuis un moment dans la tête. Mais je trouvais dommage de ne pas en profiter pour l'améliorer plus encore. C'est dans ce contexte que je vous présente aujourd'hui cet entretien de Florian, un papa qui vit sa non-exclusivité en toute fluidité, dans un entretien qui va donc se dérouler en 2 parties. La première partie sera le nouveau montage de l'ancien entretien, puis viendra ensuite celui enregistré 1 an plus tard, où Florian reviendra sur l'année écoulée. Ce sera également l'occasion pour lui de répondre à nouveau aux questions de fin de podcast qui n'existaient pas sous la même forme à l'époque, afin de voir son évolution après tout ce temps. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Je laisse maintenant la place à Florian. Restez à l'écoute. Bonjour, nous sommes donc avec Florian, qui me fait le plaisir de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, tout simplement ? Je suis Florian. Oui. J'ai 43 ans. Il me demande ça, moi je ne sais pas. Je suis père seul de 2 enfants. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier émoi amoureux ? Si c'est pas le cas, tu peux me raconter tout simplement le plus vieux qui te vient en tête. Alors, je pense que ça remonte à la dernière année de maternelle. Mm-hmm. Et j'ai un souvenir assez précis. Et en fait, il y avait 2 filles. Donc finalement, mon premier émoi amoureux est un émoi Non exclusif. non exclusif, voilà. La première expérience polie. Et on était au périscolaire tous les 3. Mm. Et j'ai un souvenir très clair de jouer au papa et aux 2 mamans. Il y avait une petite cabane en bois dans laquelle on jouait. Et voilà, on s'amusait à jouer là-dedans dans cette maison, au papa et aux 2 mamans. Et puis ensuite, on allait se coucher, on s'allongeait là, tous les 3. J'étais entre les 2, et voilà, on s'amusait. Je me souviens très bien, tourner la tête de chaque côté pour leur faire un bisou de bonne nuit. Enfin voilà, c'est un souvenir assez incroyable, très ancien, donc je sais plus trop dire ce qui est vrai et ce qui a été peut-être fantasmé ou recréé par ma mémoire depuis toutes ces années, je ne sais pas. Mais la mémoire n'est pas fiable. Ouais, la mémoire n'est pas fiable, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est mon souvenir, il vaut ce qu'il vaut, et voilà. Autant pour moi qui voulais éviter les clichés du trouble. Ouais, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Le papa et les 2 mamans. D'accord. Qu'est-ce que ça représentait l'amour pour toi pendant toute ta scolarité, collège, lycée Et puis je te rajoute la question suivante avec, parce que je sais pas quand est-ce que ça survient. À quel moment est survenue la non-exclusivité, quel que soit le nom que tu lui as donné à l'époque? Ah, c'est un chemin assez tortueux, parce que donc après ce début en fanfare dans ma petite maison en fin de maternelle, lors de ma scolarité au secondaire, ça a été plutôt une traversée du désert en fait. D'accord. Donc collège-lycée où j'ai découvert les concepts plus poussés de flirt, de sortir avec, de s'embrasser avec la langue et tous les trucs comme ça. Ouais, c'était assez calme donc les 4 années de collège et les 3 années de lycée. Alors, il y a bien 2-3 choses, mais franchement voilà, je sais pas, j'ai développé une espèce de timidité, de maladresse, d'inconfort vis-à-vis des filles. Et donc voilà, l'amour pour moi c'était quelque chose d'assez mystérieux auquel j'ai pas réellement goûté à l'époque. C'était une source d'angoisse aussi, parce que les années passées, en fait, je me torturais un petit peu, culpabilisé en me disant ouais, c'est quoi mon problème, là, tout le monde sort avec tout le monde, c'est caricatural, mais je veux dire, voilà, mais tout le monde rentre dans la vie affective. Ben voilà, tout le monde, voilà, il y a un modèle, et moi, pour une raison que j'arrive pas vraiment à expliquer, je ne rentre pas dans ce modèle. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'adolescence, c'était assez silence radio, quoi. Source de malaise, du coup. Ouais. Maintenant que j'y repense, et maintenant que j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses sur tous ces sujets, tout ce qui tourne autour là, des relations, etc., des injonctions de la société, les modèles à suivre, à pas suivre. Il y a pas si longtemps, il y a peut-être la semaine dernière, j'ai écouté quelque chose et je me dis ouais, bon Dieu, qu'est-ce que ça a pu me torturer l'esprit, ces trucs-là, quand j'avais autour de 14, 15, 16 ans. Voilà, les injonctions de
sexualité à partir d'un certain âge, etc. Et pour moi, très longtemps, ça a été un secret honteux, en fait. Ouais. À tel point que ma première partenaire sexuelle, donc j'avais pratiquement 20 ans, eh bien, pendant les premières semaines qu'on était ensemble, j'avais honte, en fait, de lui dire que j'étais vierge avant elle et que c'était ma première expérience, ma première partenaire sexuelle. Et donc, pendant les premières semaines, j'avais inventé une copine que j'avais eue avant elle, en fait, à la fac. Et puis, je me souviens que rapidement, voilà, elle m'avait grillé en me disant, ouais, elle n'existe pas vraiment. Mélanie, je l'avais appelée Mélanie. Et donc voilà, vraiment, ça a été, voilà, j'ai pas eu une adolescence malheureuse, loin de là, mais côté sentimental, sexuel et tout, ça m'a fait souffrir, en fait. Et je me suis fait souffrir tout seul parce que, j'avais pas interlocutrice. Personne te demandait rien. Bah non. Et puis pour moi, c'était un sujet qui était vraiment de l'ordre un petit peu du paraître, et puis que finalement, comme c'est intime, on peut bien raconter ce qu'on veut à qui on veut, et voilà quoi. Personne ne sait rien. Donc ouais. Et donc du coup d'être confronté à la non-exclusivité, aux relations plurielles. La non-exclusivité, c'est venu bien plus tard. Donc alors voilà, à partir de mes 20 ans, j'ai vécu des relations exclusives, l'une après l'autre. Voilà, donc j'ai fait des enfants, etc. Et puis, donc j'avais 39 ans. Donc ça fait pas si longtemps que ça. J'avais 39 ans. J'étais séparé, et puis j'ai rencontré une femme un jour qui m'a immédiatement plu et captivé, en fait. Et qui tout de suite, je m'en souviens très bien, on était avec les enfants, on pique-niquait là, et qui tout de suite m'a parlé de ce concept de polyamour. À un moment donné, tu sais ce que c'est que le polyamour? J'ai dit, non, pas vraiment, même pas du tout, en fait. Et donc voilà, on a passé une partie de nos conversations emportée là-dessus, est-ce qu'elle m'explique comment ça marchait. Et que voilà, elle était déjà en relation avec 2 ou 3 hommes. Donc voilà, c'est ce soir-là, et puis en fait, on est resté ensemble les jours suivants, et elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je veux dire, elle m'a dit, voilà, moi je suis comme ça, si on veut se mettre ensemble, faire quelque chose ensemble, c'est comme ça, c'est pas négociable évidemment, quoi. Et moi, qui suis d'un naturel curieux, j'ai dit, ouais, de toute façon, moi j'essaye, on voit bien ce que ça donne, quoi. J'avais l'idée que il serait plus facile de pratiquer ce polyamour tout de suite d'entrée de jeu, tant qu'on se connaissait pas trop et tant que je n'étais pas amoureux, en fait. Pour prendre tes habitudes? Pour en fait garder une distance, en fait, ne pas m'impliquer sentimentalement trop fort, parce que je soupçonnais que ça serait plus difficile, en fait. Puis peut-être avoir la possibilité de tout arrêter si tu sentais que ça n'allait pas. Oui, aussi, bien sûr. Ouais. Et en fait, elle, au contraire, son idée, c'était que si on veut faire ça vraiment bien, parce que c'était aussi, elle était déjà pratiquante en quelque sorte, mais débutante, donc c'était nouveau pour elle. Et puis de toute façon, ces 2 ou 3 relations étaient sur le déclin, en fait. Elles étaient, d'accord. Pour ainsi dire, moribondes, en fait. Et donc elle m'a dit, non, au contraire, je préfère qu'on se connaisse vraiment très bien et tout, qu'on prenne le temps de se découvrir avant de se lancer dans l'aventure, parce que elle considérait que c'était c'était un cheminement, une aventure dans laquelle on se lançait à 2 et vraiment en conscience, en connaissance, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc petit à petit, on a commencé à construire un couple, on va dire, de fait exclusif. Alors, on est un couple à distance, on est séparés par 800 km, donc c'est pas un couple tout à fait ordinaire. Et voilà, ça a duré pratiquement 1 an. Donc 1 an d'exclusivité. 1 an d'exclusivité, mais d'exclusivité. De fait, en fait. De fait, mais Voilà. mais de découverte, d'ouverture très 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 progressive. Elle avait déjà une certaine culture sur les réseaux, etc. Elle avait déjà connaissance de certains groupes qui existaient, certains événements qui se produisaient. Et donc on a commencé à s'inscrire, à participer à des événements qui tournaient autour et des relations multiples et du sexpo, sexualité positive,
mais vraiment de façon très 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 graduelle, prudente, où on s'écoutait et l'un l'autre et nous-mêmes, bien sûr. Et puis voilà, on a fait notre petit chemin vraiment ensemble et en pleine en pleine conscience et en prenant soin l'un de l'autre au maximum. Alors ça n'a pas été parfaitement, bien sûr. Il y a et il y aura encore, bien sûr, des écueils. Mais quand on regarde en arrière maintenant, ça va faire 4 ans bientôt. Quand on regarde en arrière, on a fait un sacré chemin en si peu de temps, en fait, parce que 4 ans, c'est pas grand-chose. Mais quand on voit tout ce qu'on a vécu tous les deux au cours de ces 4 ans, on est plutôt impressionné, positivement impressionné, quoi. Et chaque étape n'a fait que nous renforcer et nous rapprocher. Et vous vous voyez souvent, du coup, comme vous êtes à 800 km l'un de l'autre? Ça dépend des possibilités du calendrier, des événements, de ce qu'on a envie de faire, de comment chacune se sent. Bon, on a chacune 2 enfants qu'on élève seuls, donc c'est pas rien, ça demande une logistique, une organisation pour se voir, des enfants qui grandissent aussi, donc ça va avec certaines problématiques. Donc je dirais, pour faire simple, qu'on se voit en moyenne 1 fois par mois. Ça peut, là par exemple, on s'est vu le week-end dernier et on va se revoir ce week-end. Et puis parfois, juste avant, on était resté peut-être 1 mois et demi sans se voir. Donc voilà, en moyenne 1 fois par mois. Je vais revenir un instant en arrière. Donc tu as eu toute une période d'exclusivité dans laquelle tu as eu des enfants. Oui. Tu as vécu maritalement ou pas? Non, je n'ai pas vécu maritalement. Et du coup, pas eu de souci avec la maman par rapport à la non-exclusivité. Enfin, si elle est au courant, elle est peut-être pas. Je ne sais pas trop de quoi elle est au courant, parce que je ne m'en cache pas vraiment auprès de mes enfants. Dans leur tête, il y a mon amoureuse principale, mais que ce soit pour moi-même, quand je reçois d'autres personnes, d'autres amis et amies, que ce soit pour moi-même et pour eux aussi, dans leurs premiers émois amoureux à l'école, d'entrée de jeu, j'ai décidé que je les élèverais pas dans des notions traditionnelles de couple hétéro, exclusif, etc. Donc mes enfants, ils grandissent, ils sont aussi au contact des gens que je côtoie, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit l'identité de genre. Enfin, j'ai un ensemble d'amis au sens large de tous horizons, et donc ils évoluent. Alors pas directement, mais j'essaie de leur transmettre cette notion-là que c'est ok d'avoir 1, 2, 3 amoureuses ou amoureux, peu importe. Et quand on parle de leurs petites amoureuses à l'école, j'ajoute aussi que ça peut être un amoureux et c'est très bien comme ça, quoi. Ils te posent des questions d'eux-mêmes, au-delà de ce que toi tu peux leur dire? Pas vraiment. Pas vraiment, je pense. Ils sont jeunes, peut-être, j'ai oublié si tu as dit. Ils sont jeunes, ils ont 7 et 9 ans. D'accord, oui. En général, c'est peut-être plus jeune, ils auraient été plus curieux, mais bon, moi c'est pareil, c'est 4 ans, encore une fois, c'est finalement pas une longue expérience, donc c'est encore pour moi une découverte en fait. Et puis peut-être qu'en grandissant, ils seront encore moins ouvertement curieux, mais voilà, j'essaie dès qu'on en a l'occasion, de leur en parler, quoi. Je leur dis que tiens, il y a telle personne qui va venir ce week-end, alors selon que la personne dort avec moi ou non, parce que c'est pas une obligation, je leur explique et puis. D'accord. Du coup, pour en revenir à leur mère, forcément, je pars du principe qu'ils racontent des choses à leur mère, ils racontent ce qu'ils veulent, j'ai rien à cacher véritablement. Mais en même temps, je sais pas quel sérieux, déjà ce que elle peut entendre de leur part, et quel sérieux elle peut y accorder. Est-ce que t'as l'impression que ton entrée donc, par le pied de cette relation, dans la non-exclusivité, est-ce que t'as l'impression que ça t'a apporté quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a bouleversé ta vision de l'amour, etc. Ouais, ça a bouleversé, et ça continue de bouleverser beaucoup de choses dans ma vision des relations hommes-femmes, parce que je suis principalement dans des relations hétéros. Ça a aussi rendu une partie de ma vie beaucoup plus légère, parce que dans mes relations précédentes, donc exclusives, et surtout 2 relations longues que j'ai vécues l'une après l'autre, avec des personnes de type assez possessive. Et donc dès lors que je
côtoyait ou rencontrait de nouvelles personnes, femmes, ça posait problème. Et ça a été la source d'un certain nombre de crises et d'épisodes difficiles. Et ce qui faisait que, ça pouvait être des relations professionnelles, par exemple, hein, des rencontres pour diverses raisons. Et ce qui faisait que, tout simplement, je passais en mode clandestin, quoi. Hein, et je parle pas du tout d'adultère, hein, je parle juste tout simplement d'être en contact avec des personnes et pourquoi ça pose problème avec des femmes et pas de problème avec des hommes. Je peux rencontrer autant de nouvelles personnes hommes que je veux, ça pose aucun souci. Il y avait une absurdité là-dedans, quoi. Mais en même temps, j'imaginais pas que autre chose puisse être possible. Oui, en fait, j'y pensais pas vraiment. Moi, j'étais là-dedans. C'est la norme, quoi. Voilà, c'était mon modèle. Et au final, j'étais pas malheureux non plus, hein. Mais je considérais que ça faisait partie du jeu aussi, quoi. Que, face à telle situation, je m'adapte et donc je passe en mode furtif, quoi. Voilà. Donc rebonjour pour cette deuxième tentative Rebonjour. d'enregistrement. Retentative. Pour les auditeurs, c'est la deuxième fois qu'on enregistre, mais le premier, il y a l'appareil qui a bugué. Donc voilà. Deuxième prise. Un petit peu de lassitude dans la voix qui s'explique pour cette raison. Ouais, non, on va repartir et puis On est frais. et puis voilà. On s'était séparés il y a 1 an. T'étais en relation avec une personne que tu voyais à peu près 1 fois par mois, chez quelques heures de route d'ici. Oui. Et donc je viens te demander où est-ce que tu en es aujourd'hui avec elle, avec d'autres, etc. Nous sommes séparés, en fait. Nous sommes séparés depuis 10 mois, 9-10 mois. Mhm. Donc peu après l'été dernier. En fait, l'été, en général, c'est la période d'exploration, d'événements, d'expériences un peu folle, quoi, parce que voilà, on a plus de temps, les conditions sont réunies en général. Puis il y a plein de choses, comment dire, il y a une offre, plein de rendez-vous qui sont réalisés pendant l'été. Il y a aussi. une offre débordante. Avec le recul, chaque été, effectivement, il y avait, c'était un peu une période un peu révélatrice, quoi. Et donc voilà, apparemment, l'été dernier a été un petit peu le moment où se sont cristallisés un certain nombre de difficultés sous-jacentes qui étaient de plus en plus prégnantes entre nous, et voilà. Ça a fini par avoir raison, même si la possibilité de se revoir n'est pas écartée, mais voilà. Vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Non, on n'est pas en contact. Mais vous êtes quittés en bon terme ou pas plus que ça? Ça s'est fait à distance, en fait, tu vois. Oui, forcément. On s'est vu la dernière fois, on n'a pas discuté de ça, et ça s'est réglé par message. Donc je saurais pas dire. Ça reste assez confus, mais bon, c'est tout. De toute façon, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Et voilà. Oui, et de toute façon, je dis toujours, dans la polyamorie, c'est plus de relations, plus de bonheur et plus de séparation. Ouais, oui. Statistiquement, oui. Voilà. D'autres relations en parallèle aujourd'hui? Alors, donc je reviens à l'été dernier, à un de ces événements un petit peu remuants, bousculants, auxquels nous aimions participer. Et, nous avons rencontré, donc ensemble en tant que couple, nous avons rencontré une femme espagnole. Et voilà, il y a eu un très bon feeling, vraiment entre nous trois. Et naturellement, après on s'est séparés l'été. Chacun a vaqué à ses petites occupations de l'été. Et puis moi, j'ai rapidement eu pour projet d'aller rendre visite à cette personne en Espagne à la première occasion. C'est au moment où on s'est séparés, donc je dis tiens, je vais la voir. Est-ce que tu veux malgré tout venir avec moi et tout? Bon, ça a été non, donc finalement je suis allé la voir tout seul. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais fait cette rencontre qui le projet était acté. Voilà, le projet était acté. Oui, mais le projet était acté, mais n'était pas non plus forcément obligatoire. Hein. Mais voilà, j'avais cette curiosité, une personne étrangère, et donc ça me donnait l'occasion de partir à l'aventure tout seul, et puis d'aller voir un petit peu ce que cette nouvelle rencontre pouvait m'apporter. Sans attente, hein, tu vois, j'y suis allé avec mon véhicule, pas en avion. Faut savoir que par la route, c'est 15 heures de route.
Ouais. Donc, mais je me disais, au moins, je suis autonome. Si ça se passe pas super, je serais libre d'aller me promener ailleurs, de rentrer chez moi, plutôt que d'être tenu par un horaire d'avion et à respecter et d'être coincé sur place, quoi. Donc voilà. Et puis finalement, voilà, ça s'est très bien passé. On s'est très bien entendu. Et aujourd'hui, donc depuis maintenant, ça fait 8 mois, je dirais, nous avons une relation forte et qui progresse, et nous nous voyons, malgré la distance, à nouveau, en moyenne 1 fois par mois. Voilà, donc c'est plus elle, de par notre train de vie, c'est plus elle qui est disponible pour venir me voir. Alors elle est plus sage, elle vient en avion, elle est plus sage, elle est plus raisonnable. Elle vient en avion, et voilà. Et du coup, moi, de mon côté, j'apprends avec, rigueur et assiduité l'espagnol, parce que j'ai aussi une passion pour les langues étrangères en général. Donc dès lors que je rencontre quelqu'un ou que je vais visiter un pays qui me plaît, je m'intéresse à la langue, et puis voilà. On va donc passer aux questions rituelles de fin de podcast, pardon. Je vais commencer par te demander qu'est-ce que t'as apporté la polyamorie dans ta vie? Un espèce de soulagement, plus de légèreté dans mes rapports humains au sens large. C'est-à-dire que pendant toute la période de ma vie où j'ai vécu en relation avec un S, relation monogame, classique, traditionnelle, eh bien, il y avait toujours cette limite, en fait, entre, je suis avec cette femme, et tous les autres liens que je peux entretenir avec d'autres femmes, étant hétérosexuel, eh bien, pouvaient, en tout cas, et c'est pas juste une théorie, je l'ai vécu à plusieurs reprises, générer des petits problèmes, des tensions, voire même des grosses crises, en fait, qu'on appelle communément la jalousie. Tout le monde connaît le problème. Aujourd'hui, c'est une problématique qui est totalement sortie de ma vie. C'est-à-dire, ça n'occupe plus mes pensées et tout, et ça, c'est vraiment, vraiment très appréciable. Et une autre conséquence de ça, c'est que mes rapports avec les femmes, et que je rencontre de façon régulière, mais je parle du moindre rapport anodin, sans forcément embrayer sur une relation, sont beaucoup plus simples, beaucoup plus... Il y a pas de malentendu, en fait. Il y a pas de danger, ou de me dire attention, que je fasse attention à ce que je dise, ou est-ce que je peux être vu avec cette personne parce qu'après ça peut être mal interprété vis-à-vis de ma compagne, etc. Voilà, tout ça a disparu de ma vie depuis quelques années maintenant. C'est très appréciable. C'est reposant. Ouais, c'est reposant. Et donc la question finale, est-ce que tu pourrais me donner ta définition personnelle du polyamour, polyamorie, ou quelques expressions que tu utilises couramment? Voilà, ma définition. Alors, c'est pas une définition vraiment. J'ai un petit problème avec les définitions, les étiquettes, parce que c'est souvent réducteur, et ça colle difficilement à la réalité. C'est pour ça que je pose cette question de la définition personnelle. Parce que justement, elle colle à la personne. C'est ça l'intérêt. D'accord. Et je peux comprendre que tu aies du mal à réutiliser ce genre de concept à partir du moment où t'aimes pas les étiquettes. C'est quelque chose que je comprends. Après, ce que je peux faire, évidemment, et ce que je fais avec les personnes, soit qui vivent selon ce modèle, et donc on échange un petit peu nos vies, soit des personnes qui connaissent pas du tout cette culture. J'explique en fait comment je vois les choses, et moi je visualise un espèce d'éventail de continuum entre deux pôles. Donc là, un pôle où des personnes avec lesquelles je n'ai pas de contact, pas de relation, voilà. Et puis le pôle opposé qui représente la personne de façon caricaturale, la femme de ma vie, tu vois. Mais on est dans la théorie là. La personne avec laquelle je suis le plus proche. Le plus d'engagement, le plus de complicité, le plus d'intimité, etc. Donc, voilà. Et entre ces deux pôles extrêmes, eh bien, il y a une infinité de gradients, et c'est là que se placent toutes les personnes avec lesquelles j'ai des relations dans mon entourage, que ça soit amitié, sentiments, partage d'intimité, de sexualité, etc. Et voilà, donc je sais pas, c'est comme un ensemble de
de paramètres qui se combinent différemment, et finalement chaque combinaison est assez unique en fait. De la même manière que dans ton cercle d'amis, eh bien tu partages pas la même chose, les mêmes sujets, les mêmes loisirs avec tes différents amis, pas non plus la même proximité, la même intensité. Eh bien là c'est pareil. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de développer des liens plus honnêtes, il me semble, plus transparents, en laissant la possibilité aux personnes que je rencontre et à moi-même de plus s'écouter. Voilà. S'écouter l'un l'autre et s'écouter soi-même, en fait. Et dès lors que, voilà, je rencontre une personne pour laquelle, bon, il y a quand même une certaine attirance et une rencontre qui pourrait potentiellement donner lieu à une relation naissante, eh bien, aussitôt ou quasiment aussitôt, j'explique le modèle de vie qui est le mien, et avec le plus de transparence possible, et en répondant à toutes les questions, et en même proposant certaines lectures que je pense pour les personnes qui sont intéressées. Bon, effectivement, parfois tu rencontres une femme, et puis tu lui expliques ça, et puis bon, en gros elle se barre en courant, quoi. Ça arrive aussi. Mais sinon, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne près de chez moi, et voilà, je lui explique, voilà, on est bien ensemble et tout, est-ce que tu veux qu'on se voit plus? Mais voilà, moi je vis comme ça, etc. Donc ça permet aussi de ne pas générer des attentes, des non-dits chez cette personne, quoi. Donc voilà, et bon, elle a été curieuse au départ, elle était vraiment un petit peu, enflammée par cette liberté que je dégageais. Et puis finalement, quand elle a commencé à être confrontée à des situations plus réelles, elle s'est rendue compte que oui, c'était quand même difficile à gérer, et que ça s'improvise pas, ça demande un certain travail, quoi, son expérience. Donc finalement, je dis, y a pas de souci, je veux pas te faire miroiter n'importe quoi et tout. Voilà, on est dans le réel, dans la vérité. Du coup, depuis, on a fait marche arrière, en fait. De se repasser à une amitié. Ouais, je sais pas comment. Encore une fois, je pourrais pas qualifier amitié, c'est pareil. Comment tu définis l'amitié, c'est pas évident. C'est pas faux. Mais en tout cas, voilà, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait des attentes, elle avait une envie qu'on se voit plus, et finalement, on est revenu un petit peu en marche arrière, quoi. Mais sans amertume, sans colère, sans dispute, rien du tout. Non, moi, elle a vu que t'étais honnête. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'idée, en fait. Dire, tu veux faire ça, ok, tu veux pas, c'est ok aussi, il y a pas de... Après, j'imagine que si je rencontre une personne qui vraiment me fait tilter directement, et que je peux aussi, voilà, tout ce dont je parle là, c'est la théorie, et je suis pas infaillible, et je pourrais totalement imaginer être épris, accro à quelqu'un, et que finalement je ne pas avoir ce détachement et cette sérénité en disant oui, tu veux très bien, tu veux pas non, et voilà, ça peut arriver aussi. C'est lucide de ta part, hein, de dire ça, parce que moi, je l'ai vu concrètement, j'ai vu des personnes qui vivaient les relations plurielles de façon aussi décomplexée et facile que tu peux toi l'évoquer là. Et un jour, ils ont un crush avec une personne avec qui ça passe mieux, avec qui il y a beaucoup d'étincelles, sauf que la personne est beaucoup moins facile d'être... donc c'est comme si tout à coup, on disait à la personne tout ce que tu viens de dire là, sauf qu'en fait, l'étiquette de tu peux revenir en arrière, on te l'enlève, t'as plus le droit. Voilà. Et là, tout d'un coup, la personne, elle se retrouvait vraiment en souffrance, et elle était venue à un café Polydrin en le disant, d'ailleurs, en disant, c'est la première fois que je suis confronté à ça, je peux pas arrêter cette relation, mais c'est une souffrance par moment pour tous les deux, et on essaye de travailler tous les deux, et elle aussi a besoin de ça. Vous travaillez pas juste lui, c'était les deux qui avaient besoin de travailler sur cette nouvelle dynamique, en fait. D'accord. Et je crois que c'est un peu la particularité de la polyamorie, c'est que à tout moment, ça peut se réinventer, en fait. Ouais. On a une nouvelle rencontre qui a un fonctionnement un peu différent. Tac, on rebascule tout. Oui, parce que ça te confère une certaine flexibilité dans tes modes de relation. Donc, effectivement, ça se construit et ça se réinvente permanence, on peut dire. Et puis, tout en ayant cette flexibilité, si tu prends des habitudes avec, allez, je vais utiliser le terme de polycule, même si, bon, là, en ce moment, tu n'as pas évoqué le fait d'avoir plusieurs relations, t'en as surtout évoqué une. Si tu te retrouves avec des habitudes qui commencent à avoir un bon fonctionnement, par exemple, avec 2 relations ou 3 relations, donc vous êtes 3, vous êtes 4, il y a une bonne dynamique, il n'y a pas de tension, tout va bien, et là, t'as une nouvelle personne qui arrive. Pas forcément près de toi d'ailleurs, ça va être l'une des autres. L'une de tes métas qui se met avec quelqu'un.
et qui vient un petit peu qui arrive avec son grain de sel parce que en fait moi ce fonctionnement-là il me convient pas. Ça rechange l'organisation de tout le monde parce que il y en a une qui a aussi son mot à dire à partir du moment où elle entre dans une relation. Elle peut pas se faire imposer des règles qui ont été préétablies, il faut qu'elle les accepte. Si on lui impose, c'est une difficulté aussi. Ouais, mais ça, c'est aussi valable dans tout rassemblement humain. Ça peut être valable dans une bande d'amis où t'as un nouveau qui arrive et qui sème la merde. Donc, les dynamiques qui fonctionnaient avant sont transformées. Donc effectivement, il faut faire preuve de prudence et d'humilité quand on... Voilà, j'ai bien conscience que je tiens un discours un peu idéal parce qu'en ce moment, ça se passe bien pour moi, etc. Et puis que, comme tu l'as dit, j'ai cette relation de fait unique, principale, mais en même temps, ça me donne la possibilité de continuer à avoir des amis femmes proches avec lesquelles il peut y avoir de la complicité, de l'intimité, même de la sexualité, et du moment que y a pas de surprise. Je veux dire, les règles, les besoins de moi-même et de mon amoureuse, on les a échangés, on se connaît, et du moment que ces besoins sont respectés par l'un à l'autre, eh bien, il y a quand même une grande marge de liberté. Et ça c'est appréciable. D'accord. Et du coup, tes enfants, ils la connaissent, cette nouvelle relation? Oui. Oui, elle est déjà venue chez nous plusieurs fois, et en plus, elle personnellement n'a pas d'enfant et n'en aura pas, mais elle a une excellente relation avec mes enfants, et donc voilà, ça se passe à merveille, quoi. Et donc mes enfants, de toute façon, moi je leur ai toujours expliqué que on peut avoir plusieurs copines, amoureuses, amoureux, comme eux à l'école parfois reviennent en disant j'ai 2, 3, 4 amoureuses. Voilà, papa aussi il est grand, et voilà, c'est comme ça. Eh ben merci pour tes réponses. Avec plaisir. Puis à dans un an.